Ces mots, prononcés d'une voix jeune et déterminée, transpercèrent le cœur d'Édouard Moreau comme une flèche. L'homme d'affaires, célèbre pour son empire technologique et son intransigeance en affaires, n'était plus qu'un père brisé, les larmes aux yeux, effondré sur un banc de l'hôpital Saint-Antoine. Autour de lui, les médecins s'agitaient, les diagnostics s'accumulaient sans certitude, les machines bipaient dans une course contre la montre. Sa fille unique, Isabelle Lefebvre, 10 ans à peine, était clouée au lit depuis 3 jours, victime d'un mal inconnu qui échappait même aux meilleurs spécialistes du pays. Alors qu'il tentait de rassembler ses pensées, une main frôla la sienne. Il sursauta légèrement et se retourna. Un adolescent d'environ 14 ans se tenait là, pieds nus dans des tomes usés, vêtu d'un t-shirt délavé à l'effigie d'une équipe locale de Bahia et d'un short effrangé. Mais ce qui frappait le plus, c'étaient ses yeux. 2 prunelles noires brûlant d'intensité, comme si elles contenaient plus de vérité que 1000 discours de médecins. « C'est votre fille, dans la chambre 507 ?» demanda le garçon avec un accent typique de Bahia. Édouard fronça les sourcils, sur le point de faire signe à la sécurité. Comment ce gamin connaissait-il le numéro de la chambre de sa fille? Qui était-il? Monsieur, je sais comment la sauver, ajouta-t-il sans lui laisser le temps de parler. Qui es-tu? Comment es-tu entré ici? Le ton d'Édouard était dur, mais teinté d'inquiétude. Je m'appelle Gabriel. Je ne travaille pas officiellement ici. J'aide juste ma tante, Zfa, la femme de ménage. Mais je vois, j'écoute, j'observe. Et je sais ce qui ne va pas avec votre fille. Le cœur d'Édouard accéléra. Il lança un regard autour de lui, mais aucun agent de sécurité ne semblait proche. Une part de lui voulait chasser ce garçon, et l'autre, désespéré, voulait l'écouter. Votre fille s'est évanouie après une sortie scolaire au jardin botanique, après avoir bu dans une bouteille d'eau qui ne lui appartenait pas. Depuis, elle a de la fièvre qui fluctue, des taches qui apparaissent sur ses jambes puis disparaissent. Les médecins pensent à une maladie auto-immune. Ils se trompent. La précision glaça le sang d'Édouard. Ce garçon, qu'il n'avait jamais vu, décrivait exactement les symptômes d'Isabelle. « Tu m'espionnes? Qui t'envoie ?» Il attrapa Gabriel par le bras, si fort que le jeune garçon sursauta. Mais il ne cria pas. Il le fixa droit dans les yeux. « Personne. Je vous jure. J'ai ce don. Je vois ce que les autres ignorent, je ressens ce que les autres n'éprouvent pas. Ma grand-mère disait que c'était un cadeau de Dieu. Ici, on me prend pour un affabulateur. » Édouard le relâcha lentement. Il était exténué, perdu, vidé. Il avait passé trop de nuits sans sommeil, hanté par l'idée de perdre Isabelle. « Qu'est-ce que tu sais, exactement? » Elle a été empoisonnée. Pas par méchanceté, pas par quelqu'un. C'est un médicament. Un nouveau, pour ses allergies. Prescrit par un médecin qui n'a pas su. Le cœur d'Édouard s'arrêta un instant. Isabelle suivait effectivement un traitement contre une allergie respiratoire depuis quelques semaines. Il n'en avait parlé à presque personne. « Comment sais-tu cela? » murmura-t-il. « À cause de tante Néosa. Elle était infirmière en chef ici. Avant qu'on la renvoie. Elle avait découvert que ce médicament causait du tort à plusieurs enfants. Elle a essayé d'alerter, mais personne ne l'a écoutée. Où est-elle maintenant? Elle vit en banlieue, à Parpe. Je peux vous y conduire. Mais il faut faire vite. » Soudain, Gabriel s'interrompit, les yeux rivés derrière Édouard. « Monsieur Moreau? Tout va bien ?» demanda le docteur Oliviera, s'approchant, tablette en main. « Ce garçon vous importune? » « Non docteur, tout va bien. Il me proposait un café. » Le regard du médecin se posa sur Gabriel, suspicieux. « Les jeunes bénévoles ne sont autorisés que les mercredis et samedis. Tu ne devrais pas être ici. » Gabriel baissa humblement la tête. « Excusez-moi, docteur. Je m'en vais. » Avant de partir, il murmura à Édouard. « Je vous attends à l'arrêt de bus, dans 1 heure. Si vous voulez comprendre. » Astérisque astérisque. 1 heure plus tard, Édouard se tenait, presque gêné, à l'arrêt de bus en face de l'hôpital. Il portait toujours son costume hors de prix, qui détonnait dans le décor populaire. Des regards curieux se tournaient vers lui. Certains semblaient le reconnaître. Mais lui n'y prêtait pas attention. Il cherchait Gabriel. Le garçon était là, comme promis,
partageant un sachet de biscuits avec un chien errant. « Je pensais que vous ne viendriez pas, dit-il. »« Moi non plus, murmura Édouard. Je ne sais pas ce que je fais ici. Vous êtes là parce que vous espérez encore. Et parce que vous aimez votre fille. » Le bus arriva dans un crissement de frein. « Le bus ?» s'étonna Édouard. « Je ne prends pas le bus, moi. Et vous préférez y aller avec votre chauffeur ? Qu'il vous pose des questions. Ou un taxi, pour que plus de gens sachent où vous allez ?» Édouard soupira. Il comprit. Il fallait agir en silence. Sa fille dormait encore, les examens en cours. Il avait quelques heures devant lui. Très bien. Allons-y. Astérisque astérisque. Le trajet fut une expérience étrange. Le bus bondé, l'odeur de sueur et de métal, les arrêts fréquents. Édouard se sentait vulnérable. Invisible. Pour la première fois depuis des années, il n'était plus le grand patron, seulement un homme parmi tant d'autres. Gabriel discutait avec tout le monde. Il connaissait des prénoms, demandait des nouvelles, plaisantait. Il avait la vivacité des enfants de la rue, mais aussi une sorte de sagesse tranquille. « Comment connais-tu cette Donna Neosa ? Elle s'occupait de ma mère, quand j'étais petit. Ma mère avait des problèmes. Elle buvait. D'autres choses aussi. Quand elle était hospitalisée, Donna me nourrissait. Puis, ma mère est partie. Moi, je suis resté. J'aidais à nettoyer, pour gagner un peu d'argent, pour manger. Tu vis seul ? Avec ma tante Jurma. Et 5 cousins. Mais c'est presque comme être seul. Elle travaille tout le temps. Les grands font leur vie. Seul Pedrino, il a 7 ans. Il compte encore sur moi. Édouard ne savait que répondre. Il pensait à Isabelle. À sa chambre immense, pleine de peluches connectées, de tablettes, de robots. Et à cette phrase qu'elle répétait souvent, « Papa, pourquoi je me sens seul ?» Astérisque astérisque. Ils descendirent du bus dans une rue aux immeubles défraîchis. Gabriel guida Édouard dans un dédale de ruelles jusqu'à une petite maison aux murs de briques rouges. Le jardin, simple mais soigné, respirait une certaine dignité. « Nous y sommes. » Il frappa dans ses mains. « Madame Noémie. » « C'est moi, Gabriel. » Une femme noire, la soixantaine passée, cheveux gris en chignon, apparut sur le seuil. Elle portait une robe fleurie et des sandales. « Gabriel, mon garçon, qu'est-ce que tu mijotes encore ? Et, qui est cet homme ? » C'est l'oncle d'Isabelle. La petite malade. Celle de la chambre 507. Vous savez, celle que le médicament a rendue malade. Le visage de Noémie pâlit. Entrez. Vite. Avant que quelqu'un nous voie. Ils pénétrèrent dans le salon, modeste mais propre. Noémie referma les rideaux. J'ai essayé de les prévenir, vous savez. J'ai écrit, j'ai crié. Ce médicament, c'est un poison. Il a déjà envoyé 2 enfants en soins intensifs. Et il continue de le prescrire. Parce que c'est nouveau. Parce que c'est cher. Parce que c'est sponsorisé. Édouard, tremblant, sortit son carnet. Donnez-moi les noms. Les dossiers. Tout ce que vous avez. Il avait désormais une mission. Pas seulement sauver sa fille. Mais faire éclater la vérité. Gabriel, dans un coin de la pièce, caressait le vieux chien qui l'avait suivi. Et dans les yeux d'Édouard, une étincelle de foi renaissait. Sur le seuil d'une petite maison discrète à la façade vieillie, un souffle de tension flotta dans l'air. La grille grinça doucement, s'ouvrant lentement après que la femme eut reconnu le nom d'Isabelle. « Il a besoin de votre aide. Sa fille est gravement malade. Elle est hospitalisée à Saint-Raphaël. Ses symptômes ressemblent à ceux que vous connaissez. » Le visage de la femme se transforma aussitôt. Une ombre de panique passa dans ses yeux. Elle jeta un regard rapide autour d'elle, vérifiant qu'aucun voisin curieux ne les observait, puis ouvrit la grille en grand. « Entrez vite. Ce n'est pas sûr de parler ici. » L'intérieur de la maison était modeste, mais propre et accueillant. Chaque coin semblait respirer la chaleur d'un foyer aimé. Des photos de famille ornaient les murs, mêlées à quelques certificats encadrés, témoignages silencieux d'une vie de service. Madame Noémie les guida vers un petit salon cosy, avec un canapé fleuri et une vieille étagère chargée de souvenirs.
Installez-vous, je vous en prie. Eduardo s'assit, mal à l'aise, s'enfonçant dans le canapé un peu trop bas pour sa grande taille. Il regarda autour de lui, puis s'excusa poliment. Pardonnez-nous de vous déranger. Ce garçon affirme que vous pourriez savoir ce qui arrive à ma fille. La voix de Madame Noémie devint plus grave, presque conspiratrice. Gabriel sait généralement ce qu'il dit. Racontez-moi tout. Quels sont les symptômes de votre fille? Eduardo prit une profonde inspiration, puis décrivit avec précision ce qu'Isabelle traversait ces derniers jours, des fièvres soudaines, des éruptions cutanées passagères, une fatigue écrasante, des douleurs articulaires. Il ajouta qu'elle avait récemment commencé un nouveau traitement contre ses allergies, un médicament appelé Respiral. Le visage de Noémie se ferma aussitôt. Elle se leva sans un mot et disparut dans une pièce voisine. Lorsqu'elle revint, elle tenait un dossier bien épais entre les mains. C'est ce que je craignais. Elle l'ouvrit lentement, comme si chaque page portait le poids de ce qu'elle s'apprêtait à révéler. Il y a 3 mois, à Saint-Raphaël, nous avons commencé à recevoir des enfants et des adolescents présentant les mêmes symptômes. Au début, les cas semblaient isolés. Mais moi, en tant qu'infirmière-chef en pédiatrie, je les ai tous vus passer. Et j'ai remarqué un détail troublant, tous prenaient du Respiral depuis 1 ou 2 mois avant l'apparition des symptômes. Et les médecins, demanda Eduardo, inquiet. Ils n'ont rien vu. Chaque patient a été examiné par un spécialiste différent, à un moment différent. Aucun lien n'a été fait. Quand j'ai compilé les données et montré mes observations au docteur Oliveira, il m'a regardé de haut. Il m'a dit que je n'étais qu'une infirmière et que je n'avais pas les compétences pour tirer de telles conclusions. Eduardo ferma un instant les yeux. Il connaissait trop bien ce genre de mépris, trop courant dans les sphères de pouvoir. Et ensuite? J'ai insisté. Je suis allé voir le directeur administratif, le docteur Cavalcante. Il m'a promis de s'en occuper, mais rien n'a changé. Une semaine plus tard, j'étais convoqué aux ressources humaines. On m'a dit qu'il y avait une restructuration. 28 ans de service, balayés d'un revers de main. J'ai été licencié avec une indemnité ridicule. Une colère sourde monta en Eduardo. Ce genre de traitement, il l'avait déjà vu dans le monde impitoyable des affaires. Avez-vous gardé des preuves? Des documents? Des relevés? J'ai tout copié, répondit-elle en ouvrant le dossier. Regardez. Elle étala devant lui des fiches, des tableaux, des notes méticuleusement rédigées. Eduardo feuilleta les pages, plus de 30 cas recensés en 3 mois, rien qu'à Saint-Raphaël. C'était énorme. Un chiffre inquiétant. Et quel laboratoire fabrique ce médicament? Pharmastica Progresso. Une filiale de Vital Pharma. Le nom résonna comme un coup de tonnerre dans l'esprit d'Eduardo. Vital Pharma faisait partie du conglomérat dont il était président et principal actionnaire. L'acquisition avait eu lieu à peine 1 an plus tôt, dans une logique de diversification stratégique. « Vous allez bien ?» demanda Noémie en remarquant qu'il pâlissait. « Oui, j'ai juste besoin de passer quelques appels. » Prenez le dossier. J'ai d'autres copies cachées dans des endroits sûrs. Elle lui adressa un sourire prudent. On apprend à se protéger, après tout ça. Eduardo la remercia sincèrement, puis se leva. Gabriel, silencieux jusque-là, finissait un morceau de pain dans la cuisine. Le gâteau offert par Donnan avait été accueilli avec joie. Il s'approcha doucement. « Alors mon oncle, maintenant, on va sauver ta fille ?» Cette question, si innocente, tranchait avec la complexité de la situation. Eduardo regarda le garçon, puis Noémie, enfin le dossier dans ses mains. Il savait ce que cela impliquait, peut-être démolir une partie de l'empire qu'il avait mis une vie à bâtir. Mais la vie d'Isabelle, et peut-être celle de dizaines d'autres enfants, était en jeu. Oui, Gabriel. Nous allons sauver ma fille, et peut-être beaucoup d'autres. Sur le chemin du retour à l'hôpital, Eduardo passa plusieurs appels décisifs. Le premier fut pour son ex-femme, Luisa, qui vivait à Londres depuis leur divorce 3 ans plus tôt. Bouleversée, elle promit de prendre le premier vol pour Salvador. Ensuite, il contacta son avocat personnel, Leonardo. « Je veux que tu réunisses une équipe d'experts indépendants, spécialistes en toxicologie et pharmacologie. Il faut tout analyser sur le Respiral. Les effets secondaires, les essais cliniques, l'approbation de l'ANSM en toute discrétion. » Enfin, il appela son assistant et lui demanda d'annuler tous ses rendez-vous.
Il ne voulait plus rien laisser au hasard. Gabriel, assis à ses côtés dans le taxi, observait avec admiration ce changement d'attitude. « Vous êtes sûrement quelqu'un de très important, hein ?» Eduardo sourit tristement en regardant par la fenêtre. « Je suis juste un homme qui essaie de sauver sa fille. Mais oui, j'ai des ressources. Et je suis prêt à les utiliser toutes s'il le faut. » De retour à l'hôpital, Eduardo marcha d'un pas déterminé vers l'unité de soins intensifs pédiatriques. Isabelle était là, alitée, frêle, branchée à plusieurs machines. Dans le couloir, le docteur Oliveira l'intercepta. « Monsieur Gabriel, nous étions inquiets. Vous êtes parti sans prévenir. »« J'avais des urgences à régler, » répondit Eduardo d'un ton sec. « Comment va ma fille ? » ?»« Stable. Mais aucune amélioration. Nous envisageons un traitement plus puissant, à base d'immunosuppresseurs. Hypothèse, maladie auto-immune. » Eduardo inspira profondément. Il savait désormais que ce traitement risquait d'empirer l'état d'Isabelle. « Docteur, j'exige l'arrêt immédiat du respiral. » Le médecin parut surpris. « L'antihistaminique ? Il ne joue aucun rôle dans son état actuel, voyons. Arrêtez-le quand même. Et pas d'immunosuppresseur tant que nous n'aurons pas des résultats précis. » Le docteur fronça les sourcils, visiblement contrarié. « Avec tout le respect, vous n'êtes pas médecin. » »« Non. Mais j'ai engagé une équipe d'experts. Ils arrivent demain pour un second avis. En attendant, je veux uniquement un traitement de soutien. Et je veux tous les dossiers médicaux aujourd'hui même. » Le médecin pâlit légèrement, mais acquiesça. « C'est votre droit. Je vais préparer les copies. » Lorsque le docteur s'éloigna, Gabriel s'approcha. « Vous l'avez vu, hein ?» lança-t-il avec un sourire malicieux. Eduardo posa la main sur son épaule. « Tu ferais mieux de rester à l'écart, Gabriel. Les choses deviennent dangereuses. Je ne veux pas que tu sois mêlé à ça. » Le sourire du garçon s'effaça. « Mais c'est moi qui vous ai aidé. Je veux que la fille aille mieux. Je le sais. Et je t'en suis profondément reconnaissant. Mais pour l'instant, c'est trop risqué. Je te promets de te tenir au courant. » Gabriel croisa les bras, une lueur de défi dans le regard. « Je ne fais pas confiance à ces médecins. Ils vont encore empirer les choses. » Eduardo baissa les yeux, troublé. Il savait que le garçon avait raison. Désormais, chaque décision comptait. Et il ne pouvait plus se permettre la moindre erreur. Edouard tenait dans sa main un vieux téléphone, usé par le temps, un modèle appartenant à la tante de Gabriel. Il ne servait qu'à passer des appels, et c'était tout ce dont ils avaient besoin. Gabriel griffonna un numéro sur un petit bout de papier qu'il tendit à Edouard, les yeux brillants d'une maturité troublante. « Je t'appellerai demain, dit-il. Pour te dire comment la situation évolue. Pour l'instant, je dois aller voir ma fille. » Edouard acquiesça avec difficulté, à contre-cœur. Il suivit le garçon du regard tandis qu'il s'éloignait dans le couloir d'hôpital, pensif et profondément troublé. Comment un enfant si jeune pouvait-il faire preuve d'une telle clarté, d'un tel courage, dans une situation aussi grave? Les 2 jours qui suivirent apportèrent une avancée majeure. Une équipe d'experts indépendants, menée par la célèbre toxicologue Dr Carolina Vasconcelos, confirma les pires soupçons. Le médicament Respiral contenait un composé chimique capable de déclencher une violente réaction auto-immune chez des personnes génétiquement prédisposées. C'est exactement ce qui était arrivé à Isabelle Lefebvre, la fille unique d'Édouard. Luisa, l'ex-épouse d'Édouard, avait accouru de Londres dès qu'elle avait appris la nouvelle. Le choc passé, elle avait mis de côté les tensions du divorce pour faire front avec lui. Quand il s'agissait d'Isabelle, ils avaient toujours su s'unir. « Comment avons-nous pu passer à côté ?» murmura Luisa en regardant leur fille dormir paisiblement sous l'effet du traitement enfin adapté. « Nous sommes ses parents, dit-elle, la voix tremblante. Nous aurions dû la protéger. On a fait confiance. Aux médecins, au laboratoire, au système tout entier, répondit Édouard, submergé par la culpabilité. Jamais je n'aurais cru que ça puisse nous arriver. Pas à elle. Après un long silence, Luisa reprit d'une voix hésitante. Ton avocat m'a parlé d'un lien entre Vital Pharma et Respiral ? Le visage d'Édouard se durcit. Il hocha la tête, les mâchoires contractées. Leonardo, son conseiller le plus fidèle, avait découvert l'inimaginable. Vital Pharma, le laboratoire en charge de Respiral,
avaient sciemment dissimulé des données critiques lors des essais cliniques. Pire encore, ils avaient eu connaissance du risque grave que représentait leur médicament, mais avaient décidé de le commercialiser malgré tout, en misant froidement sur le fait que les cas graves seraient rares, et donc sans réel impact sur leurs profits. J'ai entamé une procédure de destitution immédiate de la direction de Vital Pharma, annonça Edouard. Et j'ai ordonné le retrait complet de Respiral du marché. Tu sais ce que ça va te coûter? Des millions, dit Luisa, les sourcils froncés. Qu'importe, répondit-il sans la moindre hésitation. Aucun chiffre ne vaut la vie d'Isabelle. Ni celle d'aucun autre enfant. Le matin du 3e jour, alors qu'Isabelle commençait enfin à montrer de premiers signes de rémission, Édouard reçut un appel alarmant. C'était Donna Hanouza, la voisine protectrice de Gabriel. Édouard. Gabriel a disparu. Sa voix était tremblante. Sa tante est passée me voir. Il n'est pas rentré cette nuit. Édouard blêmit. Il tenta aussitôt d'appeler le numéro que Gabriel lui avait donné. En vain. Donna avait déjà essayé, sans succès. Il lui arrive de fuguer après une dispute avec sa tante, mais il finit toujours par revenir. Soit ici, soit à l'hôpital, au petit matin. Mais cette fois, j'ai un mauvais pressentiment. Elle se tut un instant. Puis, la voix brisée. Et s'ils avaient découvert qu'il vous avait parlé? Édouard la rassura de son mieux, promettant de faire tout ce qui était en son pouvoir pour retrouver le garçon. Une fois l'appel terminé, Lisa, inquiète, l'interrogea. Qu'est-ce qui se passe? Tu te souviens du garçon dont je t'ai parlé? Il a disparu. Tu crois que c'est lié à l'affaire Respiral? Je l'ignore, mais je vais le découvrir. Édouard contacta Leonardo pour engager immédiatement une équipe de détectives privés. Il appela également Paloma Santos, une journaliste d'investigation respectée, réputée pour sa rigueur et son intégrité, même si ses articles l'avaient parfois critiqué durement par le passé. Paloma, j'ai besoin de toi. C'est une affaire de corruption pharmaceutique et un enfant est en danger. Mais je ne peux pas tout dire au téléphone. Alors voilà une histoire qui m'intéresse, répondit-elle. Où peut-on se retrouver? Ils se retrouvèrent dans un petit café discret, loin des regards indiscrets. Édouard raconta tout, Isabelle, Respiral, Vital Pharma, Donna, et surtout Gabriel. Ce garçon a pris un risque immense pour m'aider. Et maintenant, je crains qu'il en paie le prix. Paloma prit des notes méthodiquement, posant quelques questions incisives. Avez-vous des preuves? Des documents, des licenciements suspects? Édouard sortit une chemise épaisse contenant les rapports des experts indépendants, des documents internes de Vital Pharma, et même des témoignages de lanceurs d'alerte. Je suis prêt à tout rendre public. Mais d'abord, il faut retrouver Gabriel. Paloma le fixa avec intensité. Je comprends. Et, je dois dire que je suis impressionné. Il est rare qu'un homme d'affaires de ton niveau ose dénoncer les fautes de sa propre entreprise. Ce n'est plus une question d'argent. Quand j'ai vu ma fille inconsciente dans ce lit, j'ai compris. Et quand j'ai pensé à tous les enfants qui n'ont pas notre chance, nos moyens, j'ai eu honte. Paloma acquiesça gravement. Je publierai un article préliminaire dès demain. Je ne mentionnerai pas Gabriel pour sa sécurité, mais j'utiliserai tous mes contacts pour le retrouver. Merci. Et j'ai une autre demande. Je souhaite que Donna devienne consultante pour le nouvel institut indépendant de surveillance des médicaments. Ce projet, je veux qu'il empêche d'autres familles de vivre ce cauchemar. Paloma sourit, pour la première fois depuis le début de la rencontre. Tu as changé, Mendoza. Et oui, je pense qu'elle acceptera. Surtout si ça peut sauver d'autres enfants. De retour à l'hôpital, Édouard retrouva Luisa dans le couloir. Son visage était tendu. Qu'est-ce qu'il y a? Demanda-t-il, alarmé. Isabelle va plus mal? Non. Elle est stable. Mais... Le docteur Oliveira est passé avec un document. Il veut tester une procédure expérimentale. J'ai posé quelques questions, mais il a esquivé, prétextant qu'il reviendrait quand tu serais là. Où est-il maintenant? Il a dit qu'il avait été appelé en urgence. Il devrait revenir dans 1 heure. Édouard se précipita dans la chambre d'Isabelle. La petite dormait paisiblement. Ses joues reprenaient doucement des couleurs, ses constantes s'étaient améliorées. Il s'assit près d'elle, prit sa main minuscule dans la sienne. Un torrent d'amour et un sentiment d'urgence l'envahirent.
Rien ni personne ne pourrait plus jamais lui faire du mal, il s'en faisait la promesse. Près de 2 heures plus tard, le docteur Oliveira revint, accompagné d'une femme qu'Édouard ne connaissait pas. Monsieur Mendoza, voici le docteur Camila Ferra. Elle est spécialiste en immunologie pédiatrique. Elle propose un traitement innovant qui pourrait accélérer la guérison d'Isabelle. La docteure Ferra, jeune femme au visage grave, salua brièvement. L'état de votre fille est plus grave qu'il n'y paraît. Les lésions pourraient devenir irréversibles. Ce protocole pourrait tout changer, mais il faut agir vite. Elle tendit un document à Édouard. Vous travaillez ici, demanda-t-il, méfiant. Je suis consultante externe, répondit-elle après un temps d'hésitation. J'ai été invitée spécialement pour ce cas. Par qui? Par moi, dit Oliveira en s'interposant. J'ai vu ses travaux lors d'un congrès international. Édouard échangea un regard chargé de suspicion avec Luisa. Ce traitement a-t-il déjà été testé sur d'autres enfants victimes de Respiral? C'est un protocole nouveau, admit Ferra. Mais les résultats sont prometteurs. Édouard feuilleta rapidement le document. Son regard se figea sur la dernière page, où en lettres minuscules figurait le nom du laboratoire en charge du protocole expérimental. C'était une filiale de Vital Pharma. Il reposa lentement le dossier. Vous pensez vraiment que je vais laisser la même entreprise, celle qui a empoisonné ma fille, faire d'elle un cobaye? Sa voix était calme, mais elle vibrait d'une colère froide. Une colère de père. Où est-il? Demanda Édouard d'une voix calme, mais dont chaque mot vibrait d'une colère contenue, prête à exploser. Le docteur Oliveira pâlit, tandis que le docteur Ferreira tentait de garder contenance. Son visage demeura neutre, mais ses yeux trahissaient une tension croissante. Monsieur Mendoza, il doit y avoir un malentendu. Il n'y a aucun malentendu, coupa Édouard sèchement. Je veux que vous quittiez immédiatement cette chambre, tous les deux. Dès demain matin, ma fille sera transférée dans un autre établissement, avec une toute nouvelle équipe médicale. C'est une décision imprudente, protesta le docteur Oliveira, sincèrement alarmé. Un transfert dans son état, cela représente le plus grand danger pour elle. Le plus grand danger pour ma fille, répliqua Édouard en le fusillant du regard, ce sont des médecins dont les intérêts dépassent la santé de leurs patients. Maintenant, partez. Avant que je ne sois obligé d'appeler la sécurité. Les deux médecins échangèrent un regard, puis quittèrent la pièce en silence. Dès la porte refermée, Louisa se tourna vers Édouard, les yeux grands ouverts d'admiration mêlés de stupeur. Je ne t'ai jamais vu aussi protecteur? Moi non plus, je ne me reconnais pas, admit-il en soufflant. J'apprends, d'un petit garçon de Nao. Cette nuit-là, pendant que Louisa restait au chevet d'Isabella, Édouard retourna brièvement à son appartement pour se changer et prendre une douche. À peine eut-il franchi le seuil que le téléphone sonna. Un numéro inconnu. Il décrocha. Allô? Monsieur Mendoza, demanda une voix féminine, jeune, timide, tremblante. Oui, c'est moi. Qui est à l'appareil? Je m'appelle Juliana. Je suis une amie de Gabriel. Il m'a demandé de vous appeler depuis cette cabine téléphonique s'il ne revenait pas ce soir. Le cœur d'Édouard s'emballa. Tu sais où il est? Pas vraiment, murmura-t-elle, visiblement nerveuse. Il a dit qu'il allait essayer de s'introduire ce soir à Saint-Raphaël. Il voulait récupérer des papiers dans le bureau du docteur Chauve. Il disait que c'était important, que ça pouvait aider, la fille riche. Le docteur Chauve? Tu veux dire le docteur Oliveira? Oui, c'est ça. Gabriel a dit qu'il l'avait vu cacher des documents bizarres après avoir parlé avec un homme en costume, qui n'était pas médecin. Il pensait que c'était lié à votre fille. Et à d'autres enfants malades. Un frisson glaça le dos d'Édouard. Juliana, dis-moi exactement où tu es. Je vais envoyer quelqu'un te chercher tout de suite. 20 minutes plus tard, une voiture s'arrêta devant l'immeuble d'Édouard et Juliana en descendit, intimidée par la grandeur des lieux. Elle ne devait pas avoir plus de 12 ans, mais son regard était déjà empreint de lucidité et de fatigue. Gabriel m'a dit que vous étiez riche, mais je n'imaginais pas ça, dit-elle en observant le vaste appartement avec une admiration mêlée de gêne. Juliana, concentre-toi. J'ai besoin que tu me racontes tout ce que Gabriel t'a dit avant de disparaître. Elle inspira profondément. Gabriel, il a toujours été un peu étrange. Il voit des choses, il ressent les choses avant qu'elles n'arrivent. Au début, je pensais qu'il inventait.
Mais il a toujours raison. Il sait quand quelqu'un ment, quand un truc ne va pas. C'est comme un don. Édouard hocha lentement la tête, repensant aux paroles énigmatiques du garçon. Depuis que sœur Donanosa a été renvoyée, il est obsédé par les enfants malades. Il disait que le nouveau médicament posait problème. Mais qui écouterait un gamin des rues? Et quand ils ont amené votre fille, il a dit que c'était sa chance. Sa chance de prouver qu'il avait raison. Et hier? Qu'est-ce qu'il s'est passé exactement? Il m'a retrouvé sur la place. Il était excité. Il disait que vous l'aviez cru. Mais il avait peur aussi. Il avait entendu le docteur Chauve parler au téléphone. Il voulait cacher des preuves. Et faire taire une infirmière. Le ventre d'Édouard se noie. Alors, il a décidé de retourner à l'hôpital pour trouver les preuves. Il connaît tous les accès. Il a déjà passé la nuit là-bas, caché. Il comptait passer par la blanchisserie, puis prendre l'ascenseur de service jusqu'au bureau du docteur, au 3e étage. Mais pourquoi ne m'en a-t-il pas parlé? Juliana haussa les épaules. Gabriel est comme ça. Il agit seul. Mais il m'a fait promettre que si jamais il ne revenait pas avant cet après-midi, je devais vous appeler. Édouard attrapa aussitôt son téléphone et appela Leonardo. J'ai besoin de toi. Tout de suite. Amène ton ami de la police fédérale. C'est très sérieux. En attendant leur arrivée, Édouard proposa un repas à Juliana. Elle accepta avec un sourire timide et dévora son assiette avec une avidité qui fendit le cœur de l'homme. Combien de repas cet enfant avait-elle dû sauter pour manger ainsi? Gabriel. Ce gamin courageux, qui avait tout risqué pour une inconnue. Il était peut-être en danger maintenant. Et tout cela à cause de sa loyauté. Peu après, Leonardo arriva avec l'inspecteur Rodrigo Almeida, un homme rigoureux, au visage fermé. Édouard leur exposa toute l'histoire, sans omettre le moindre détail. Nous avons de bonnes raisons de croire que Gabriel a disparu parce qu'il a découvert des preuves de fraude autour du médicament Respiral, conclut Édouard. Et il est peut-être retenu quelque part contre sa volonté. Rodrigo prit des notes méthodiquement. C'est grave, Mendoza. On parle ici de falsification clinique, de dissimulation d'effets secondaires dangereux, et d'enlèvement d'un mineur. Si tout cela est vrai, beaucoup de têtes vont tomber. Je me fiche de qui tombe, répliqua Édouard. Je veux retrouver Gabriel. Et protéger les autres enfants. Il faut agir avec prudence, répondit Rodrigo. S'ils sentent qu'on approche, ils détruiront les preuves. Et s'ils ont vraiment Gabriel, il pourrait être en danger immédiat. Édouard pâlit. Alors que proposez-vous? Une opération simultanée. L'hôpital, le siège de White Pharma, les résidences des principaux suspects. Tout au même moment. Mais j'ai besoin d'un mandat. Et pour ça, il me faut des preuves solides. Nous les avons, affirma Édouard. Documents internes, témoignages de sœur Donanosa, rapport d'experts. Et maintenant, la déclaration de Juliana. Rodrigo hocha la tête. Je vais rassembler mon équipe et solliciter les juges de permanence. Si tout se passe bien, nous lançons l'opération à l'aube. Une fois seul, Édouard se tourna vers Juliana. Tu as été très courageuse, Juliana. Je peux t'installer dans un endroit sur le temps que tout ça se règle. Non, je dois rentrer. Ma grand-mère s'inquiéterait si je ne dormais pas chez nous. Et si Gabriel revient, c'est là qu'il me cherchera. D'accord. Mais promets-moi d'être prudente. Et appelle-moi au moindre signe. Elle promit. Édouard la fit raccompagner avec sa voiture personnelle, insistant pour que sa sécurité soit assurée. De retour à l'hôpital, il trouva Isabella réveillée. Elle parlait doucement avec sa mère. La voir consciente, même affaiblie, le submergea d'un tel soulagement qu'il faillit fondre en larmes. Papa, souffla-t-elle avec un sourire pâle. Édouard l'enlaça avec précaution, évitant soigneusement les tubes et les capteurs. Comment tu te sens, mon amour? Fatigué et affamé. Ils échangèrent un regard, puis Louisa lui caressa tendrement les cheveux. Demain, on va t'emmener dans un autre hôpital. Pourquoi? Demanda Isabella. Édouard répondit avec douceur. Pour que tu sois entre les mains des meilleurs médecins. Ceux qui t'aideront à guérir encore plus vite. Elle acquiesça faiblement. Puis, après un silence, elle demanda.
Maman m'a dit qu'un garçon avait aidé à découvrir ce que j'ai. C'est vrai? Édouard hésita un instant, puis hocha la tête. Oui, c'est vrai. Un garçon très spécial. Très courageux. Il s'appelle Gabriel. Je veux le remercier, dit-elle sincèrement. Il m'a sauvé la vie, non? D'une certaine manière, oui. Alors, je veux le voir. Je te le promets, murmura Édouard, la gorge nouée. Je le retrouverai. Et tu pourras le remercier toi-même. Quand Isabella se rendormit, Édouard raconta à Louisa la disparition de Gabriel, et l'opération qui se préparait à l'aube. Louisa blêmit. Mon Dieu, Édouard, c'est encore plus grave que ce qu'on imaginait. Tu crois vraiment qu'il serait capable de faire du mal à un enfant des rues? Édouard haussa les épaules, partagé. Je ne sais pas, mais je ne veux prendre aucun risque. Rodrigo est prudent, compétent. S'il se trouve quelque part dans un hôpital ou une propriété liée à White Pharma, il finira par le retrouver. Il s'interrompit. Une pensée terrifiante lui traversa l'esprit, trop douloureuse pour être formulée. Que Gabriel soit. Non, il refusait même d'y penser. On le retrouvera, dit-il avec une assurance qu'il ne ressentait qu'à moitié. La nuit s'étira, pesante et nerveuse. À une heure avancée, Rodrigo l'appela. Les mandats sont obtenus. L'opération commence à 5 heures. Édouard ne tenta même pas de trouver le sommeil. Il resta assis près du lit d'Isabella, la regardant dormir, s'abandonnant à ses pensées. Comment sa vie avait-elle pu basculer aussi brutalement? Une semaine plus tôt, il n'était qu'un homme d'affaires absorbé par les fusions, les cours de la bourse, les rapports trimestriels. Et aujourd'hui, il se retrouvait plongé dans une enquête criminelle, prêt à dénoncer la corruption de sa propre entreprise, rongé d'inquiétude pour un gamin des rues qu'il connaissait depuis à peine 4 jours. À 4h30, Rodrigo envoya un message bref mais crucial. Il faut faire sortir Isabella et Louisa discrètement avant l'opération. Une ambulance privée les attend pour les transférer à l'hôpital Albert Einstein. Une équipe de confiance s'occupera d'elles. Le transfert se déroula sans encombre. À 5 heures précises, alors que l'ambulance filait vers l'aéroport où les attendait un jet privé pour Sao Paulo, Édouard reçut la confirmation, les opérations étaient lancées simultanément à l'hôpital Saint-Raphaël, au siège de White Pharma, et dans les résidences des docteurs Oliveira, Cavalcante et du directeur de la pharmacie. Tiens-moi au courant, surtout à propos de Gabriel, insista Édouard. Ce sera fait, je te le promets. Toi, concentre-toi sur ta fille. On s'occupe du reste. Dans l'avion, Isabella dormait, son visage détendu par le sommeil malgré la fatigue de la maladie. Louisa, elle, oscillait entre le soulagement et l'angoisse. Et tes entreprises? Murmura-t-elle. Après tout ça, tu risques de tout perdre. Édouard inspira profondément. Peut-être. Les actions vont s'effondrer quand la vérité éclatera. Mais je suis prêt à tout reconstruire, autrement. Plus éthique. Louisa le fixa avec surprise. N'était-ce pas toi qui me disais qu'on ne bâtit pas un empire en étant un homme bien? Il esquissa un sourire mélancolique. Je me trompais. Et tu avais raison. Si je t'avais écouté, peut-être serions-nous encore ensemble. Elle détourna le regard. Ne parlons pas de ça. Il est trop tard. Je sais. Je voulais juste que tu saches que j'ai compris certaines choses. Le silence fut rompu par la sonnerie du téléphone. Rodrigo. Nous avons retrouvé Gabriel. Le cœur d'Édouard s'emballa. Où? Comment va-t-il? Il était enfermé dans un local de stockage, au sous-sol de l'hôpital. Déshydraté, terrifié, mais vivant. Une femme de ménage a entendu des coups contre la porte. C'est elle qui nous a guidés jusqu'à lui. Édouard ferma les yeux, soulagé à en frissonner. Dieu merci. Puis-je lui parler? Pas encore. Il est avec les médecins. Ensuite, il sera officiellement entendu. C'est un témoin essentiel. Mais il a demandé après vous. Et après votre fille. Il s'inquiète sincèrement pour elle. Dites-lui qu'Isabella va mieux. Et qu'elle veut le voir. Dès que possible, je lui parlerai moi-même. Je lui transmettrai. Ah, et une chose importante, nous avons retrouvé les documents qu'il évoquait. Il les avait dissimulés dans ses vêtements. Des rapports internes de tests,
prouvant que White Pharma connaissait les effets secondaires graves du Respiral sur au moins 2% des patients. Et qu'ils ont sciemment caché l'information à l'Anvisa. Et les responsables? Oliveira, Cavalcante, 3 dirigeants, tous arrêtés. Nous analysons les communications. Le complot semble vaste. Édouard remercia et raccrocha. Louise l'observait. Ils l'ont retrouvé, dit-elle avec un sourire empreint de soulagement. Ce garçon est vraiment exceptionnel. Bien plus que ce qu'on imaginait à Kessa. Oui, murmura Édouard. Bien plus. La semaine suivante, l'affaire fit la une des journaux. Paloma publia une série de reportages percutants, détaillant le scandale du Respiral. Le pays apprit comment un médicament avait été approuvé grâce à des tests manipulés et des complicités au sein même de l'administration. L'histoire de Gabriel, ce gamin des rues, émut toute la nation. Grâce à son courage, la vérité avait éclaté. Isabella se remit complètement après 3 semaines à l'hôpital Einstein. Lorsqu'elle fut autorisée à sortir, elle n'eut qu'un souhait. Je veux rencontrer Gabriel. Édouard avait gardé le contact avec le garçon, veillant discrètement à sa sécurité. La rencontre eut lieu dans le jardin de la demeure d'Édouard, à Alphaville. Isabella, encore pâle, les yeux pétillants de curiosité, attendait. Gabriel s'approcha timidement, accompagné de Donna Anussa. « C'est toi, Gabriel ?» demanda-t-elle en lui tendant la main. « Le garçon qui m'a sauvé la vie ?» Rougissant, Gabriel répondit. « Je n'ai fait que ce que n'importe qui aurait fait. »« Non, » dit Édouard en s'approchant. « Tu as fait ce que peu aurait osé faire. Tu as risqué ta sécurité pour aider une inconnue. Et tu as fini enfermé dans un sous-sol. » Gabriel esquissa un sourire plus confiant. « Ça valait le coup. Tu as l'air bien mieux. »« Je suis presque comme neuve, » plaisanta Isabella. Les médecins disent que si le traitement avait été retardé, les conséquences auraient pu être dramatiques. La conversation s'anima. Isabella voulait tout savoir, comment il avait fait le lien avec le médicament, d'où lui venait ce don d'observation. Gabriel, de son côté, était fasciné par les livres d'Isabella, sa curiosité insatiable, son intelligence vive. Pendant ce temps, Édouard discutait avec Madame Noémie. « Je veux créer un institut de surveillance pharmaceutique. Et j'aimerais que vous en soyez la directrice opérationnelle. » Moi? Mais je n'ai pas les diplômes pour un tel poste. Vous avez bien mieux, l'expérience, l'intégrité. Nous embaucherons des experts pour les aspects techniques. Mais il nous faut quelqu'un comme vous pour leur rappeler ce qui compte vraiment, la vie des patients. Après réflexion, Madame Noémie accepta. Sa première proposition fut audacieuse, un programme dédié à l'identification et à l'encadrement d'enfants comme Gabriel, doués d'une sensibilité particulière à ce qui ne va pas, à ce qui cloche. Ces enfants deviendront les yeux du système de santé dans les endroits oubliés, expliqua-t-elle. Là où les signaux d'alerte sont souvent ignorés. Édouard approuva d'un hochement de tête. C'est exactement ce dont ce pays a besoin. Une vigilance humaine, incarnée par des cœurs éveillés. Et ainsi, de la douleur naquit un mouvement. D'une injustice éclata une lumière. Et grâce à un garçon sans toit, sans titre, mais avec un courage immense, des milliers d'autres vies allaient désormais être protégées. La vision qu'Édouard portait désormais sur sa mission en tant que dirigeant avait profondément changé. Il ne voyait plus son entreprise comme une simple machine à profit, mais comme un acteur responsable, porteur de valeurs et de devoirs envers la société. Cette métamorphose personnelle coïncida avec une transformation radicale de White Pharma. L'entreprise, secouée par le scandale, entra dans une phase de restructuration complète. Tous les dirigeants impliqués dans les manipulations furent immédiatement licenciés et traduits en justice. Édouard constitua un nouveau conseil d'administration, majoritairement composé de médecins et scientifiques jouissant d'une réputation éthique irréprochable. Leur mission, réévaluer en profondeur chaque produit, chaque protocole, et imposer des normes de test encore plus rigoureuses que celles exigées par les autorités sanitaires. Les conséquences économiques furent désastreuses. L'action de l'entreprise s'effondra, des contrats internationaux furent annulés, les pertes s'accumulèrent. Mais Édouard ne regretta rien. Il aurait tout sacrifié 100 fois s'il le fallait. La vie d'Isabelle avait été sauvée. D'autres enfants n'avaient pas été exposés aux dangereux médicaments. Et plus que tout, il avait retrouvé une raison d'avancer. Contre toute attente, Luisa décida de ne pas repartir à Londres. L'épreuve traversée, la quasi-perte de leur fille,
mais surtout la profonde transformation d'Édouard, l'avait poussé à revoir certaines de ses certitudes. Il ne s'agissait pas d'un retour amoureux, ce chapitre était clos. Mais une nouvelle alliance, fondée sur la bienveillance et la responsabilité parentale, commençait à prendre forme pour accompagner ensemble la croissance d'Isabelle. Quant à la petite fille, elle noua une amitié aussi improbable que précieuse avec Gabriel. Ils venaient de deux mondes opposés, avaient grandi dans des réalités que tout séparait. Pourtant, une connexion subtile et sincère les unissait. Tous deux étaient sensibles, curieux, un peu solitaires aussi. Ils se comprenaient, au-delà des mots. Édouard, observant ce lien naissant, décida d'agir. Il engagea des professeurs particuliers pour Gabriel. Très vite, l'adolescent révéla une intelligence brillante, une soif de comprendre presque insatiable. Un mois après la sortie d'Isabelle de l'hôpital, Édouard reçut un appel de Rodrigo, l'agent de la police fédérale. Sa voix était grave. Les aveux des anciens dirigeants ont révélé un réseau de corruption plus vaste encore que ce que nous redoutions, annonça-t-il. 3 autres médicaments récemment approuvés semblent avoir été commercialisés selon le même mode opératoire, falsification des essais cliniques, pot de vin, pression sur des fonctionnaires. Édouard sentit une boule se former dans sa gorge. De quel médicament s'agit-il? L'enquête est en cours. Mais je voulais vous rassurer, votre nom a été totalement écarté. Il est clair que vous ignoriez ce qui se tramait en coulisses. Cela ne m'exonère pas de ma responsabilité morale, répondit-il. J'étais président du groupe. J'aurais dû mieux surveiller. J'aurais dû voir les signes. Rodrigo garda un silence respectueux avant de répliquer. Vous avez dénoncé les faits au péril de votre réputation et de votre fortune. Combien de PDG auraient eu ce courage? Très peu. Et c'est justement de cela que je voulais vous parler, à propos de Gabriel. Le cœur d'Édouard se serra. Il va bien? Il n'a rien fait de mal, j'espère? Non, rien de cela. Mais sa tante a été entendue. Elle a clairement exprimé qu'elle ne souhaitait pas reprendre sa garde. Elle semblait presque soulagée d'en être débarrassée. Édouard détourna les yeux. C'était douloureux, mais pas surprenant. Gabriel lui avait parlé, à demi-mot, de son histoire familiale. Quelle misère, souffla-t-il. Oui, mais cela ouvre aussi une porte. Le juge des mineurs a laissé entendre qu'il serait prêt à envisager une demande de tutelle temporaire, étant donné le lien affectif qui s'est tissé entre vous et le rôle de Gabriel dans le sauvetage d'Isabelle. Un frisson parcourut Édouard. Jamais il n'avait envisagé cela. Pas consciemment. Mais à l'instant où Rodrigo le formula, cette idée prit tout son sens. Et au fond, elle semblait juste. Vous croyez vraiment que ce serait possible? Même après le scandale? C'est précisément votre conduite exemplaire qui rend cela envisageable. Vous avez montré que vous faisiez passer l'éthique avant les intérêts personnels. Vous avez veillé à l'éducation et à la santé de Gabriel sans y être contraint. Édouard promit d'y réfléchir sérieusement. Il en parlerait à Luisa, à Gabriel, à Madame Noémie. Ce n'était pas une décision à prendre à la légère. Ce soir-là, après le dîner, il retrouva Gabriel et Isabelle dans la bibliothèque. Le garçon lisait un livre d'astronomie à voix haute, tandis qu'Isabelle prenait des notes avec application. Ils étaient si concentrés qu'ils ne remarquèrent pas la présence d'Édouard dans l'embrasure de la porte. L'univers est gigantesque, disait Gabriel, fasciné. Des milliards de galaxies, chacune abritant des milliards d'étoiles. Et presque toutes ces étoiles ont des planètes qui tournent autour, comme la Terre, ajouta Isabelle. Il doit y avoir des millions de mondes où la vie est possible. Édouard les observa, ému. Sa fille, longtemps isolée dans son école UP, discutait avec passion, échangeait, riait. Elle semblait plus vivante que jamais. Alors, qu'est-ce que vous fabriquez ici? Lança-t-il en s'approchant. Ils levèrent la tête, leurs visages illuminés d'un sourire. Papa, s'écria Isabelle. Gabriel m'aide pour mon projet. On va construire une maquette du système solaire, à l'échelle des vraies orbites. Voilà qui est ambitieux, dit Édouard en s'asseyant près d'eux. Vous formez une belle équipe. Gabriel rougit, gêné. Isabelle est très brillante, monsieur Édouard. Ce n'est pas vrai. Protesta-t-elle. Tu apprends plus vite que moi. Le regard d'Édouard alla de l'un à l'autre. Il y avait entre eux une complicité précieuse. Puis il se tourna vers Gabriel, son ton devenant plus sérieux. Gabriel,
j'ai quelque chose d'important à te dire. Le garçon se redressa, méfiant. Ce n'est pas à propos de l'hôpital, reprit Édouard. C'est à propos de toi. Isabelle, sentant le changement d'atmosphère, ferma doucement son cahier. Tu veux que je sorte, papa? Non, ma chérie. Reste. Tu es concerné aussi. Il inspira profondément, puis expliqua tout, la décision de la tante, la proposition du juge, et cette idée, encore fragile, mais réelle, de devenir son tuteur. Mais je ne ferai rien sans ton accord, conclut-il. C'est ta vie. Tu viendrais vivre ici, continuerais à étudier, et quand tu te sentiras prêt, tu pourrais rejoindre la même école qu'Isabelle. Gabriel resta figé. Puis, d'une voix presque imperceptible, il demanda. Est-ce que, je serai comme ton fils? La question prit Édouard de court. Il n'avait jamais mis ces mots-là sur cette idée. Il prit le temps de répondre. Juridiquement, je serai ton tuteur. Un mentor. Mais en pratique, oui. Comme un fils. Avec tout ce que cela implique. Les yeux de Gabriel se remplirent de larmes qu'il tenta de cacher. Je n'ai jamais eu de vrai père, murmura-t-il. Maman disait qu'il était parti avant ma naissance. Édouard s'agenouilla, posa une main sur son épaule. Je ne prétendrai jamais remplacer ton père. Mais je peux t'offrir un foyer. Une éducation. Et l'espace pour développer ton potentiel exceptionnel. Isabelle, silencieuse jusque-là, serra Gabriel dans ses bras. Ce serait génial si tu restais. Comme un frère. Gabriel leva les yeux vers Édouard, encore hésitant. Et Madame Noémie? Elle a toujours été là pour moi. Elle est au courant de tout, le rassura Édouard. Et c'est elle qui m'a soufflé cette idée la première. Touls. Gabriel esquissa un léger sourire, timide mais chargé d'espoir. Donc, elle est d'accord, demanda-t-il, les yeux brillants d'un mélange d'appréhension et d'attente. Complètement, répondit Édouard. Elle a dit que tu méritais cette chance, une chance qu'elle n'aurait pas pu t'offrir seule. Le garçon resta silencieux, absorbant chaque mot avec une gravité inhabituelle pour son âge. Puis il releva les yeux, les plantant dans ceux d'Édouard, avec une détermination claire et pure. J'accepte, Édouard, mais à une condition. Laquelle? Laissez-moi aider à l'Institut. Je veux retrouver d'autres enfants comme moi, ceux qu'on n'écoute jamais. Je veux qu'ils aient eux aussi une voix. Une chance. Édouard sentit un nœud se former dans sa gorge. Ce garçon qui n'avait presque rien, pensait déjà aux autres. Ce n'était pas un caprice, ni une lubie passagère, mais une vocation, un besoin viscéral d'agir. J'accepte ta condition avec joie, répondit-il, la voix légèrement tremblante. Et si nous formons une famille, alors s'il te plaît, appelle-moi simplement Édouard. La semaine suivante, la vie au manoir de la famille Lefebvre prit un nouveau tournant. Gabriel y emménagea officiellement, occupant la chambre voisine de celle d'Isabelle. Il avait un toit solide au-dessus de sa tête, un lit moelleux et chaud, des repas réguliers, et surtout, un sentiment de sécurité qu'il n'avait jamais connu. Mais les premiers jours furent éprouvants. Le silence nocturne, loin des sirènes et des klaxons de la rue, l'angoissait. La douceur des draps lui semblait étrangère, presque irréelle. Il mangeait avec retenue, comme s'il craignait que la nourriture disparaisse soudainement. Chaque geste de tendresse le faisait tressaillir. Louise Dumas, restée plus longtemps que prévu à Sao Paulo, devint une figure rassurante. Son intuition féminine et sa grande sensibilité lui permettaient de reconnaître les moments où Gabriel était dépassé par ce nouvel univers. Ce n'est pas une question de confort matériel, expliqua-t-elle un soir à Édouard. C'est un monde entier de règles sociales, de comportements attendus, de codes silencieux, et Gabriel ne les a jamais appris. Édouard comprit alors qu'il ne suffirait pas de l'accueillir. Il fallait l'accompagner. Avec l'aide d'un psychologue spécialisé dans les transitions familiales, ils élaborèrent une routine respectueuse du passé de Gabriel, tout en le préparant à cette nouvelle vie. 3 mois après le scandale du Respiral, l'Institut de surveillance pharmaceutique, rebaptisé à contre-cœur l'Institut Gabriel Moreau, ouvrit enfin ses portes. Gabriel protesta contre ce nom, le trouvant exagéré. Mais Édouard insista, il était important que les gens se souviennent d'où tout avait commencé. Sous la direction rigoureuse de Madame Noémie et d'une équipe indépendante de scientifiques et de médecins, l'Institut devint rapidement une référence dans l'évaluation critique des nouveaux médicaments. En parallèle, le programme des
jeune sentinelle, fut lancé. Il identifiait et formait des adolescents issus de quartiers défavorisés, sensibles aux questions de santé publique. Gabriel y prit part activement. Il racontait son histoire, partageait son parcours, inspirait les autres. Il parlait avec des mots simples mais puissants, ceux de la rue, ceux du vécu, ceux qu'on écoute parce qu'ils sonnent vrais. Entre Édouard et Louise Dumas, un nouveau lien se tissa. Il ne s'agissait pas d'un retour vers le mariage, mais d'un partenariat fondé sur un respect mutuel et une affection sincère. Leur amour commun pour Isabelle, et maintenant pour Gabriel, avait créé un terrain fertile, une tendresse renouvelée. Louise décida d'ouvrir une antenne de sa galerie d'art à Sao Paulo. Cela lui permettait de passer plus de temps au Brésil, sans renoncer à sa passion. Un soir, alors qu'ils observaient Isabelle et Gabriel nager dans la piscine, elle murmura. « Je n'aurais jamais cru qu'on en arriverait là, après tout ce qu'on a traversé. » « Une famille sous une nouvelle forme, répondit Édouard. « Mais une famille tout de même. Parfois, il faut presque tout perdre, pour découvrir ce qui compte vraiment. » Un an après le début de cette histoire, le scandale du Respiral provoqua une onde de choc dans tout le pays. La NSM, l'Agence nationale de surveillance médicale, imposa de nouveaux protocoles, plus transparents, plus exigeants. Les procédures d'homologation devinrent plus rigoureuses. Vital Pharma, dirigé par une nouvelle équipe, choisit la voie de l'éthique. Les bénéfices chutèrent, mais la réputation, elle, fut restaurée. Quant à Édouard, toujours à la tête du groupe TechV, il consacrait désormais une grande partie de son énergie à l'Institut et à des actions sociales. Son expérience avec Gabriel avait bouleversé son regard sur le monde. Lui qui ne voyait autrefois que chiffres et résultats, découvrait enfin l'humain derrière les données. Isabelle, totalement remise, devint une militante passionnée pour la sécurité des médicaments. Elle lança un blog destiné aux jeunes patients, où elle partageait son histoire, donnait des conseils, brisait les tabous. Son lien avec Gabriel s'était mué en une relation profondément fraternelle, une complicité faite de rires, de disputes amicales, et de confidences partagées à la tombée de la nuit. Et Gabriel, ce gamin des rues qui avait tout risqué pour une inconnue, trouva bien plus qu'un foyer. Il trouva un sens à sa vie. Son intuition, affinée par l'éducation et les moyens mis à sa disposition, devint un atout redoutable pour repérer les dangers invisibles. Un dimanche après-midi, alors que le soleil baignait le jardin de lumière douce, Gabriel resta pensif. Édouard, assis non loin de lui, remarqua son silence inhabituel. « À quoi tu penses » demanda-t-il avec douceur. « Je repensais au jour où je vous ai abordé à l'hôpital » répondit Gabriel. À ce moment-là, je n'étais pas sûr à 100% pour le médicament. J'avais des soupçons, oui, une intuition. Mais pas de preuves. Alors pourquoi avoir pris un tel risque ? Gabriel sourit, avec cette maturité surprenante qu'il dégageait parfois. Parce que j'ai vu dans vos yeux, la même chose que je voyais dans les miens, quand je me regardais dans un miroir. Du désespoir. Mais aussi de la détermination. J'ai su que vous ne lâcheriez pas tant qu'il resterait une chance de sauver votre fille. Édouard hocha lentement la tête. Et tu avais raison. Parfois, les gens ont juste besoin qu'on croie en eux, continua Gabriel. Vous l'avez fait pour moi. Quand plus personne ne le faisait. Édouard se sentit envahi par une émotion brute. Il y a un an, il aurait ignoré ce garçon, le considérant comme un gêneur. Et pourtant, c'était lui qui lui avait ouvert les yeux. Je crois que nous avons appris tous les deux quelque chose d'essentiel, murmura-t-il. Tu m'as appris à voir au-delà des apparences. À écouter ceux que l'on tait trop souvent. Et j'espère vous avoir montré qu'avec les bons outils, l'intuition peut vraiment changer le monde. Gabriel avait les yeux humides, mais un sourire sincère éclairait son visage. Isabelle s'approcha alors, malicieuse. Tu sais ce que j'aime le plus chez toi, Gabé ? Dis-moi. C'est que tu n'as jamais laissé ton cœur s'endurcir, même si la vie t'en a donné 1000 raisons. La gentillesse est un choix, répondit-il simplement. C'est ce que me disait toujours ma grand-mère. Peu importe ce que la vie te fait, tu peux toujours choisir d'être doux. Louise, qui venait d'arriver avec un plateau de jus de fruits, sourit. Des mots pleins de sagesse. Et dire que j'ai payé des thérapeutes londoniens une fortune pour entendre moins profond que ça. Tout le monde éclata de rire. La tension retomba. La vie reprit son cours. Mais Édouard, lui, garda ce moment précieusement dans son cœur. Cette vérité toute simple, la gentillesse est un choix. Et ce choix,
ce garçon l'avait fait encore et encore malgré la souffrance, malgré les cicatrices. Ce garçon, qui avait approché un homme désespéré dans un couloir d'hôpital, n'avait pas seulement sauvé une enfant. Il avait initié un changement. D'un hôpital à l'industrie, de l'industrie au système, et du système à un cœur endormi depuis trop longtemps. En observant sa nouvelle famille Isabelle et Gabriel discutant d'un projet scientifique, Louise esquissant un croquis dans son carnet et Édouard ressentit une profonde gratitude. Gratitude pour ce moment de folie, où il avait osé croire en un inconnu. Gratitude pour cette seconde chance d'être l'homme qu'il aurait toujours dû être. Oui, la gentillesse est un choix. Et enfin, il avait appris à le faire. Fin de l'histoire. Chers auditeurs, si cette histoire vous a ému, partagez-la. Et dites-nous, avez-vous déjà fait confiance à quelqu'un que personne n'écoutait? Laissez un commentaire, abonnez-vous, et surtout, n'oubliez pas de choisir, chaque jour, la gentillesse. 2 Tools.